On se souvient tous, je crois, de ce moment un peu déroutant à l'école. On pensait maîtriser les nombres, les entiers, hein, tout allait bien. Et puis soudain, débarquent ces nombres avec une virgule. Et là, panique à bord, quoi. Les règles qu'on connaissait semblaient ne plus fonctionner du tout. Ce n'est pas juste une impression d'écolier d'ailleurs, hein. Les documents qu'on va explorer aujourd'hui, ils parlent d'une véritable rupture conceptuelle majeure. Une étape critique qui, si elle est mal négociée, peut laisser des traces, créer des difficultés tenaces en mathématiques. Alors justement, notre exploration aujourd'hui se concentre sur une approche pédagogique bien spécifique. Elle propose une solution unifier la compréhension des nombres, qu'ils soient entiers ou décimaux. Le cœur de cette méthode, c'est un outil présenté en détail dans nos sources, un nouveau tableau de numération. Notre mission aujourd'hui va être décortiquer cette approche. Comment est-ce qu'elle cherche à simplifier cet apprentissage réputé difficile? Est-ce qu'elle peut vraiment prévenir ces erreurs classiques que la recherche pédagogique a si bien documentées? Et surtout, est-ce qu'elle permet de construire une compréhension plus profonde, plus solide de notre système de numération décimale? On a sous la main des documents qui expliquent la méthode très concrètement, mais aussi une analyse pédagogique qui la replace dans un contexte plus large. Alors, c'est parti pour une analyse en profondeur. Bon, commençons par le début. Pourquoi est-ce si compliqué les nombres décimaux? Le rapport qu'on a mentionne des ruptures conceptuelles, des conflits cognitifs. Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes un peu techniques? Qu'est-ce qui bloque concrètement les élèves? Oui, ces termes décrivent bien la difficulté fondamentale. Il ne s'agit pas juste d'ajouter une virgule, c'est vraiment la nature même des nombres qui semble changer aux yeux des apprenants. Ça crée de vrais conflits avec ce qu'ils connaissent des entiers. Alors, il y a plusieurs points de friction majeurs. Le premier, c'est le passage du discret au dense. Avec les nombres entiers, c'est simple. 3, après 3, il y a 4. Il y a un successeur immédiat, un juste après. Mais entre deux nombres décimaux, même très proches comme 7,3 et 7,4, il existe une infinité d'autres nombres. 7,31, 7,35, 7,399. Il n'y a plus de juste après 7,3. Cette idée d'infini-là entre deux nombres, c'est une rupture énorme par rapport à l'échelle bien ordonnée des entiers. Oui, je vois. On perd cette idée rassurante de pouvoir compter d'un nombre au suivant. Ça doit être assez déstabilisant, j'imagine. Tout à fait. Deuxième rupture progressive, la comparaison. Avec les entiers, une règle simple, souvent efficace, c'est plus il y a de chiffres, plus le nombre est grand. Mais cette règle devient totalement fausse avec les décimaux. Prenons 2,174 et 2,18. Le premier a plus de chiffres après la virgule, mais il est plus petit que 2,18. L'intuition construite sur les entiers elle est prise en défaut. Il faut apprendre une nouvelle logique de comparaison basée sur la valeur des positions, pas juste sur la longueur de l'écriture. Ah oui, le fameux piège. On compare 174 et 18 et on se trompe. C'est un classique, ça. Exactement. Et le troisième grand conflit concerne les opérations. L'expérience avec les entiers nous apprend que multiplier, ça agrandit, sauf par 0 ou 1 bien sûr, et diviser, ça réduit. Or, avec les décimaux, tout est chamboulé. Si on multiplie 2 par 0,5 qui est plus petit que 1, le résultat est 1, donc plus petit. Et si on divise 2 par 0,5, le résultat est 4, donc plus grand. Ça heurte de plein fouet l'intuition. On parle de conflit cognitif parce que le cerveau reçoit des informations contradictoires par rapport au schéma qu'il avait établi. C'est vrai que ça défie le sens commun basé sur les entiers. Pas étonnant que ça crée des blocages. Et au milieu de tout ça, il y a cette idée persistante que le rapport nomme le mur de la virgule. C'est quoi ça? C'est cette idée de voir le nombre comme deux entiers séparés. C'est précisément ça. C'est une représentation mentale très fréquente et très problématique. L'élève voit par exemple 4,9 comme le nombre entier 4 et le nombre entier 9, juste collés ensemble par une virgule qui sert de séparateur. Il ne voit pas 9 comme 9 dixièmes, mais comme le chiffre 9. Et cette vision erronée, ce mur mental, c'est la source directe de nombreuses erreurs systématiques, celles qu'on retrouve dans le tableau 1 du rapport. Par exemple, quelles erreurs? L'erreur de comparaison dont on parlait juste avant, comparer 4,9 et 4,51, si on voit 9 et 51 comme des entiers, on pense à 9 est plus petit que 51, donc on conclut à tort que 4,9 est plus petit que 4,51.
Autre exemple typique avec l'addition, pour poser 3,4 plus 2,13, l'élève qui voit deux entiers séparés va avoir tendance à aligner les chiffres à droite, comme pour faire 34 plus 213. Du coup, le 4 de 3,4 se retrouve sous le 3 de 2,13. Et le résultat obtenu, 5,17, est complètement faux. Le vrai résultat, c'est 5,53. Ce qui est particulièrement préoccupant, et les sources insistent là-dessus, c'est que certaines pratiques pédagogiques, même bien intentionnées, peuvent involontairement renforcer cette vision erronée de juxtaposition. L'exemple classique, c'est la conversion d'unités comme les mètres et les centimètres. Dire que 2 mètres et 15 centimètres s'écrit 2,15 mètres, ça peut, si ce n'est pas bien accompagné d'explications sur la valeur des positions, conforter l'élève dans l'idée qu'on a juste mis côte à côte les nombres 2 et 15. D'où l'appel des documents à une approche vraiment préventive qui construit d'emblée une compréhension correcte de la structure du nombre décimal avant que ce mur de la virgule ne s'érige solidement. D'accord. Le diagnostic est clair. Des ruptures conceptuelles fortes, des règles intuitives qui deviennent fausses et cette tendance à voir deux entiers séparés. Face à ce tableau un peu sombre, quelle est la réponse proposée par les documents? C'est là qu'intervient ce fameux nouveau tableau de numération. En quoi est-il différent? La différence fondamentale, l'innovation clé de ce tableau, réside dans une distinction visuelle et conceptuelle très nette. Une distinction qui est souvent absente ou floue dans les tableaux classiques. Il sépare explicitement, sur deux lignées d'en-tête distinctes, le nom de la position d'un chiffre, par exemple dizaine, unité, dixième, centième, et la valeur de cette position, respectivement 10, 1, 110 ou 0,1, 100 ou 0,01. Cette distinction est capitale, parce qu'elle met en lumière la structure multiplicative qui est sous-jacente à notre système de numération. Chaque chiffre dans un nombre n'a pas juste un nom de colonne, il représente une quantité obtenue en multipliant ce chiffre par la valeur associée à sa place. Nom de la position versus valeur de la position. OK. Et c'est cette distinction qui mène à ce que les documents appellent la règle d'or de la numération. Exactement. Cette règle découle directement de la structure révélée par le tableau. C'est factor. Pour trouver la vraie valeur d'un chiffre dans un nombre, il faut multiplier ce chiffre par la valeur de sa position. Et ce qui est puissant, c'est que cette règle est présentée comme universelle. Elle fonctionne pour les entiers comme pour les décimaux, sans exception. Donnez-nous un exemple concret pour voir. Alors, prenons le nombre 35. Le chiffre 3 est dans la position nommée dizaine. La valeur de cette position est 10. Donc, la vraie valeur du 3 est 3 multiplié par 10, soit 30. Pour le 5, position unité, valeur 1. Sa vraie valeur est 5 fois 1 égale 5. Le nombre 35 vaut bien 30 plus 5. Simple, hein? Maintenant, prenons un décimal, 24,09. Le chiffre 9 est dans la position centième. La valeur de cette position est 1 centième, ou 0,01, donc la vraie valeur du 9 est 9 multiplié par 1 centième, soit 9 centièmes, ou 0,09. Pour le 2, position dizaine, valeur 10, sa valeur est 2 fois 10 égale 20. C'est la même logique, la même règle qui s'applique partout. Là, ça devient effectivement très intéressant. Parce que si c'est la même règle partout, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'apprendre des règles séparées pour les entiers et les décimaux. C'est ça l'idée? C'est tout à fait ça. L'objectif est d'unifier la compréhension. Et cette structure claire, basée sur la règle d'or, permet d'établir des règles uniques et cohérentes, pour les opérations, pour les comparaisons. Des règles qui découlent logiquement de la compréhension du système, et non plus d'astuces ou de recettes à mémoriser séparément. Alors, comment ça marche pour la comparaison, par exemple? Comment on compare 24,09 et 3,2 avec cette approche? La règle de comparaison devient unique et basée sur la valeur posie. On compare toujours la valeur du chiffre qui a la plus grande valeur de position dans chaque nombre, c'est-à-dire le chiffre le plus à gauche dans l'écriture usuelle. Dans 24,09, le chiffre le plus à gauche est 2, position dizaine, valeur 10, sa valeur réelle est 2 fois 10 égale 20. Dans 3,2, le chiffre le plus à gauche est 3, position unité, valeur 1, sa valeur réelle est 3 fois 1 égale 3. On compare ces valeurs réelles. 20 est plus grand que 3, donc 24,09 est plus grand que 3,2.
C'est systématique, basé sur la structure, et ça évite complètement le piège de comparer le 9 et le 2 ou de se focaliser sur le nombre de chiffres après la virgule. C'est logique. Et pour l'addition et la soustraction, fini l'astuce, on aligne les virgules? L'astuce, aligner les virgules, deviennent conséquences logiques, et non plus la règle première. La seule règle fondamentale qui découle du tableau est on additionne ou soustrait uniquement des chiffres qui ont le même nom de position. On aligne donc les unités sous les unités, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, et ainsi de suite. Le document qualifie cette approche de pensée algébrique. Pensée algébrique. Pourquoi ce terme? C'est un peu fort, non? Parce que, fondamentalement, on regroupe des éléments de même nature avant de calculer. Quand on aligne les chiffres de même nombre de positions, par exemple tous les dixièmes ensemble, on fait implicitement la même chose qu'en algèbre quand on regroupe les termes en x ensemble, les termes en y ensemble, avant de simplifier une expression. On ne mélange pas des dixièmes et des centièmes directement, tout comme on ne mélange pas des x et des y. C'est l'idée de traiter les positions comme des unités distinctes qu'on ne peut combiner que si elles sont identiques. L'alignement correct des chiffres et donc de la virgule, par conséquent, découle de cette compréhension profonde et non d'une règle de surface potentiellement mal comprise. Je comprends mieux le lien avec l'algèbre. C'est intéressant. Et d'ailleurs, en regardant le modèle de tableau fourni dans les sources, on remarque quelque chose. Et il n'y a pas de colonne spécifique pour la virgule elle-même. C'est un oubli ou c'est voulu? Ah non, c'est absolument intentionnel. C'est même un point didactique crucial souligné dans les documents. La virgule n'est pas considérée comme une partie structurelle du système de numération positionnelle lui-même. C'est une convention d'écriture, un signe typographique en fait. On l'utilise en dehors du tableau pour marquer la transition entre la partie entière, position de valeur supérieure à 1, et la partie fractionnaire, position de valeur inférieure à 1. Dans le tableau, cette fonction de séparation est assurée par la structure même des colonnes, avec la colonne des unités, valeur 1, qui sert de pivot central. D'accord. Donc, en l'omettant du tableau, on veut montrer quoi exactement? On veut renforcer l'idée de la continuité et de l'unicité du système. Que l'on soit avant ou après la colonne des unités, la règle fondamentale reste la même. Chaque colonne vaut 10 fois moins que celle à sa gauche et 10 fois plus que celle à sa droite. On multiplie par 10 en allant vers la gauche, on divise par 10 en allant vers la droite. C'est un système unique, régi par les puissances de 10. Ne pas donner une place d'honneur à la virgule dans le tableau aide à casser ce fameux mur de la virgule. Ça aide à visualiser le nombre décimal non pas comme deux entiers séparés, mais comme un seul nombre qui s'étend sur différentes positions de valeur. C'est subtil, mais oui, ça semble puissant comme idée. Voyons comment cette structure et la règle d'or s'appliquent concrètement. Les documents donnent des exemples, notamment pour la décomposition des nombres. Comment ça se passe avec ce tableau? Alors, la décomposition devient très naturelle, et surtout unifiée. Prenons un entier comme 2453, en utilisant la règle d'or pour chaque chiffre. C'est 2 fois valeur des milliers, plus 4 fois valeur des centaines, plus 5 fois valeur des dizaines, plus 3 fois valeur des unités. Soit 2000 fois 1000, plus 400 fois 100, plus 50 fois 10, plus 3 fois 1. Classique. Maintenant, appliquons exactement la même logique à un nombre décimal, comme 24,09. C'est 2 fois valeur des dizaines, plus 4 fois valeur des unités, plus 0 fois valeur des dixièmes, plus 9 fois valeur des centièmes, ce qui donne 2 fois 10, plus 4 fois 1, plus 0 fois 1 dixième, plus 9 fois 1 centième. On peut aussi l'écrire en utilisant les valeurs décimales des positions. 2 fois 10, plus 4 fois 1, plus 0 fois 0,1, plus 9 fois 0,01. C'est le même principe de multiplication, chiffre fois une valeur de sa position, qui s'applique sur toute la ligne. Fini les décompositions additives pour les entiers et multiplicatives vues comme différentes pour les décimaux. Là, c'est unifié. Ça clarifie bien la structure, à la fois additive et multiplicative. Très clair. Et il y a une autre application mentionnée qui semble souvent poser problème aux élèves. Trouver le nombre de dans un nombre. Par exemple, combien il y a-t-il de centaines dans 2453 ou de dixièmes dans 24,09?
Le tableau aide aussi pour ça. Oui, et là encore avec une règle unifiée basée sur la lecture du nombre dans le tableau. Pour trouver le nombre de noms de position x dans un nombre donné, la règle est la suivante. On ignore, on cache ou on coupe toutes les colonnes qui correspondent à des positions dont la valeur est inférieure à la valeur de la position x qu'on cherche. Ensuite, on lit simplement le nombre formé par les chiffres qui restent, comme si c'était un nombre entier normal. D'accord. Appliquons ça. Combien de centaines dans 2453? La valeur des centaines, c'est 100. Parfait. Donc, on ignore les positions de valeur inférieures à 100. Ce sont les dizaines, valeur 10, et les unités, valeur 1. On cache donc les chiffres 5 et 3. Il reste les chiffres 2 et 4. On lit ça comme l'entier 24. Il y a donc 24 centaines dans 2453. Ce qui est correct. 24 fois 100 égale 2400, plus le reste, 53. Logique. Et maintenant, le cas décimal. Combien de dixièmes dans 24,09? La valeur des dixièmes, c'est 1 dixième, ou 0,1. On ignore donc les positions de valeur inférieure à 110. Ici, il n'y a que la position des centièmes, valeur 1100. On cache donc le chiffre 9. Il reste les chiffres 2, 4 et 0, le 0 des dixièmes. On lit ces chiffres comme l'entier 240. Il y a donc 240 dixièmes dans 24,09, ce qui est correct aussi. 24,09 égale 2401 dixièmes plus 9 centièmes. Les documents soulignent que cette règle unique est très utile. Elle prépare naturellement à la compréhension de concepts comme la troncation, ignorer ce qui est à droite, et l'arrondi, qui sont basés sur cette même idée de couper le nombre à une certaine position. C'est vrai que ça donne une méthode systématique. Ça simplifie. Et il y a une dernière petite astuce de lecture mentionnée dans les sources pour éviter une erreur fréquente avec les fractions décimales. C'est quoi? Oui, un conseil simple mais efficace. Quand on lit ou qu'on pense à une fraction décimale comme 9 centièmes, il faut activement la traduire mentalement comme une multiplication. 9 fois 1 centième. Donc, 9 fois 1 centième. Cela donne directement la bonne écriture fractionnaire 9 centièmes. Ça aide à éviter une confusion courante, surtout à l'oral, où certains élèves pourraient être tentés d'écrire 999 ou quelque chose d'approchant, en multipliant aussi le dénominateur par le chiffre. Pensez en termes de multiplication, chiffre fois valeur de la position, ça renforce le sens. D'accord. On a bien vu comment fonctionne cette approche avec le tableau unifié, la règle d'or et les règles qui en découlent. C'est assez convaincant. Maintenant, mettons ça en perspective. Comment cette méthode se situe-t-elle par rapport à d'autres approches pédagogiques reconnues, celles qui ont fait leurs preuves ou celles utilisées à l'international? Est-ce qu'elle est isolée ou est-ce qu'elle s'inscrit dans des courants plus larges? C'est une question essentielle en effet. Et l'analyse comparative fournie dans le rapport est très éclairante sur ce point. Ce qui ressort, c'est une convergence assez frappante entre les principes de cette approche et ceux d'autres méthodes jugées efficaces. Premièrement, le lien avec les fractions décimales. De nombreuses recherches plaident pour introduire les nombres décimaux comme une extension des fractions décimales, dixièmes, centièmes, etc. Or, ce tableau unifié crée un pont visuel et conceptuel très fort. La ligne valeur de la position utilise explicitement les écritures fractionnaires, 1 dixième, 1 centième. La décomposition qu'on a vue tout à l'heure, par exemple 24,09, égale 2 fois 10, plus 4 fois 1, plus 0 fois 1 dixième, plus 9 fois 1 centième, ce n'est rien d'autre qu'une traduction directe de l'écriture du nombre comme une somme de fractions décimales. Le tableau rend cette connexion vraiment tangible. Deuxièmement, si on regarde vers l'international, on trouve des échos clairs, met un accent énorme sur la compréhension profonde de la valeur de position. Eh bien, le tableau unifié s'inscrit parfaitement dans cette logique. C'est un outil pictural abstrait par excellence. Il aide à visualiser et à structurer la compréhension de cette valeur de position avant de passer au symbolisme pur. De même, en Finlande, où l'on cherche à favoriser la compréhension conceptuelle et à réduire la charge cognitive liée à la mémorisation de règles disparates, une approche unifiée comme celle-ci est très pertinente. Moins de règles éclatées à apprendre par cœur, c'est plus de place pour la logique et la cohérence du système. L'unification réduit le stress et favorise le sens. Enfin, cette approche résonne aussi avec les principes des pédagogies dites actives, comme celle de Caleb Gattegno. Gattegno mettait l'accent sur la découverte par l'élève des structures mathématiques, sur l'exploration. Ce tableau, s'il est bien utilisé, n'est pas juste un support de cours passif. Il peut devenir un véritable laboratoire numérique.
L'élève peut y manipuler les nombres, tester des hypothèses sur les relations entre les positions, visualiser l'effet des multiplications et divisions par 10. Il permet de matérialiser le lien fondamental entre fractions et décimaux, voir que 0,1, c'est 1/10. Un point sur lequel Gattegnu insistait énormément pour construire une compréhension solide. Donc si je résume ce point, loin d'être une idée isolée, cette approche du tableau unifié semble vraiment s'aligner sur des principes pédagogiques solides et reconnus. Le lien crucial avec les fractions, l'importance de la valeur de position, comme en Singapour, la recherche de cohérence et de compréhension conceptuelle, comme en Finlande, et même le potentiel d'exploration cher aux pédagogies actives. Qu'est-ce que tout cela signifie au final? D'où vient l'efficacité potentielle de cette méthode, selon vous? L'efficacité semble résider précisément dans sa capacité à rendre visible, tangible et cohérente la structure profonde de notre système de numération. On parle bien d'un système décimal, donc base 10, et positionnel. La valeur d'un chiffre dépend de sa place. Ce tableau met en évidence ces deux aspects clés. La structure multiplicative basée sur les puissances de 10, chaque position vaut 10 fois la précédente ou la suivante, et la continuité de cette structure à travers la virgule. Il aide à dépasser l'apprentissage de règles morcelées pour accéder à la compréhension d'un système unique et logique. En somme, on passerait d'une collection d'astuces qui semblent différentes pour les entiers et les décimaux à la compréhension d'un grand principe unificateur qui régit tout. Le problème initial, cette rupture conceptuelle, venait justement de la perception d'un changement de règle, non? Exactement. Et cette approche, avec son tableau qui distingue clairement nom et valeur de position, sa règle d'or universelle, multiplier le chiffre par la valeur de sa place, et ses règles opératoires unifiées qui découlent de la signification des positions, eh bien, elle vise à prévenir ou à réparer cette rupture. Elle propose un chemin vers une compréhension plus profonde, plus intégrée. C'est un passage d'un apprentissage de recettes de cuisine mathématiques, si on veut, à une véritable intelligence du système numérique. Et cela ouvre une perspective intéressante, une pensée pour aller plus loin, qui est d'ailleurs soulevée par les documents eux-mêmes. Puisque cette méthode insiste tant sur la structure multiplicative basée sur les puissances de 10, on multiplie ou divise par 10 en changeant de colonne, et qu'on a même parlé de pensée algébrique, ne pourrait-on pas imaginer faire un pas de plus pour les dizaines, 10 zéros pour les unités, puis 10 moins 1 pour les dixièmes, 10 moins 2 pour les centièmes? Est-ce que rendre ce lien explicite ne pourrait pas non seulement bétonner la compréhension actuelle du système décimal, mais aussi dédramatiser et préparer le terrain pour l'algèbre future? Voir les exposants négatifs comme une simple façon de noter les positions à droite de l'unité pourrait rendre ce concept, souvent perçu comme abstrait et difficile, beaucoup plus concret et intuitif quand il sera abordé formellement plus tard. C'est une piste à creuser, je pense, pour pousser encore plus loin cette belle idée d'unification du nombre.